to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, on va parler de cinéma, c'est tout à fait logique, d'une thématique assez vaste, et la thématique est l'histoire commune du cinéma asiatique et occidental. Pourquoi en parler? Parce que mon invité l'a souhaité. Et cet invité, c'est Yoann Orzuli, que vous connaissez. C'est l'un des visages des visages et une des têtes pensantes de cette chaîne YouTube remarquable qui s'appelle le Ciné Club de Monsieur Bobine. Et d'ailleurs, je remercie aussi les autres confrères. Et Yoann, voulait parler de cette thématique. Et moi, je suis très content qu'il soit là, qu'il m'en ait parlé, qu'il m'ait interpellé. Il est là. On va en discuter et ça me fait vraiment plaisir. J'ouvre une petite parenthèse avant de lui demander comment il va. Juste dire qu'il travaille aussi pour le site Furiosa. C'est très important parce que en octobre 2017, il a écrit un article qui s'appelle Une histoire commune du cinéma asiatique et occidental, publié sur le site. Toutes les informations sont dans le descriptif. Donc, il y a un moment ou un autre, on ferme le cercle. Et donc, on va le fermer aujourd'hui en discutant de tout ça. Comment vas-tu, Yoann? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je te remercie énormément de cette invitation et de pouvoir parler de ce sujet qui me passionne depuis tant d'années. Voilà. Ah bah bien, bah voilà. Et bah première question, qu'est-ce qui fait que ce sujet te passionne depuis tant d'années? Depuis combien de temps déjà? Et puis surtout, qu'est-ce qui a fait que tu te sois intéressé à ces deux axes et que tu t'es même posé un moment pour réfléchir, pour y penser à cela? Eh ben, en fait, ça va dire que c'est un sujet, je pense, qui me passionne en fait depuis, on va dire inconsciemment depuis l'enfance, puisque je suis né à la fin des années 80 et donc en 1988 pour être plus précis, et qu'en fait mon premier contact, on va dire avec l'audiovisuel, c'est-à-dire avec le cinéma et on va dire plus ou moins les arts visuels, c'est-à-dire la télévision notamment, donc tout ce qui est les œuvres de fiction visuelle, était déjà au carrefour de ces deux cultures, c'est-à-dire l'Occident et l'Asie, notamment à travers d'un côté pas mal de films de science-fiction, notamment que je découvrais sur Canal+ étant môme, des titres aussi divers que les Terminator, E.T., etc. Et d'un autre côté, ça va être un peu cliché ce que je vais dire, mais je fais partie de la génération dite Club Dorothée, c'est-à-dire que à 4-5 ans, en parallèle des films que je viens d'évoquer, je voyais souvent, on va dire, une de mes passions, c'était les séries japonaises, que ce soit des séries d'animation, bien évidemment, Dragon Ball, etc., mais surtout les séries dites de tokusatsu, notamment donc les séries donc à effets spéciaux en provenance du Japon, et plus précisément donc tout ce qu'on appelait les Metal Hero, donc tout ce qui était Wing Spector, etc., et les Super Sentai, donc c'est-à-dire Lifeman, etc., Jetman, etc. Et je pense qu'en fait, ça vient. Je pense que si j'avais pas été baigné par ces deux pôles culturels quand j'étais enfant, ça aurait pas été pareil. Pareil. Après, il y a eu effectivement quelques grandes découvertes. Quand j'étais petit, je pense que vu que tu poses souvent la question aux invités, savoir est-ce qu'il y a un moment de cinéma ou de mise en scène en particulier qui a marqué. De mon côté, il y en a un qui revient tout le temps. C'est la fin d'Opération Dragon de Robert Klaus, donc avec Bruce Lee, le duel final dans le labyrinthe de miroirs. Et je pense que c'est une séquence qui m'a pas mal marqué parce que c'était la première fois où justement je comprenais instinctivement que c'était pas l'acteur ou l'histoire qui se jouait en jeu, c'était la caméra en fait. C'était les effets de caméra, le fait de se placer justement, on va dire, de filmer avec attention des miroirs pour créer du suspense, etc., une atmosphère un peu onirique. Je pense que c'est la première fois où j'ai senti ce qu'on pouvait appeler, même si j'avais pas les mots dessus, la mise en scène. Et en plus, c'est une scène qui est assez particulière puisque j'apprendrai bien des années après, quand je serai un peu plus grand, qu'en fait, c'était un hommage à la Dame de Shanghai de Orson Welles, en fait. Et je pense qu'en fait, il y a déjà en fait on va dire cette rencontre entre l'Orient et l'Occident qui était déjà prédestinée. Après, il y a eu effectivement, on va dire, pour faire très rapide et très simple,
On va dire qu'au moment où j'ai commencé à m'intéresser vraiment au cinéma et à en faire plus qu'une passion, c'est-à-dire, on va dire, ma voie professionnelle et tout, j'étais dans la foulée, on était à l'époque, au début des années 2000, donc c'était à la foulée de la découverte de Matrix, Tigre et Dragon, Kill Bill, etc. Et à l'époque, je me souviens, je lisais une revue qui s'appelait Mad Movies et même Ciné Live. Et à ce même moment, dans les deux magazines, ils parlaient justement d'un film qui préfigurait en fait cette rencontre, on va dire, de culture, et qui venait de ressortir en DVD, et qui s'appelait Les Aventures de Jack Burton dans le Griffes du Mandarin, qui était signé par John Carpenter. Et à cette époque, je découvrais vraiment les réalisateurs en fonction de leur filmographie, et j'étais un gros fan de John Carpenter. Et donc, résultat, les deux se rencontraient encore une fois, ce qui fait qu'une fois que j'ai découvert ce film, j'avais très envie en fait de poursuivre mon exploration du cinéma asiatique. Voilà. Et ça fait partie de ces quelques films matriciels qui ont été des axes importants dans mon parcours de cinéphile, mais aussi, et ça va peut-être te surprendre, dans mon parcours personnel en fait, puisque au fil des années, j'ai toujours été amené à faire le pont d'un point de vue professionnel et personnel entre l'Occident et l'Asie. Et ça ne s'est et jamais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre en fait, dans mon parcours personnel en fait. Donc c'est une thématique qui m'est très chère et très personnelle. Voilà. Mais oui, voilà, donc c'est ça, c'est que la subjectivité est omniprésente. Mais est-ce que c'est aussi une manière pour toi, constamment, hein, je dis bien constamment, de penser, de repenser le cinéma dans sa globalité? Bien sûr. En fait, si tu veux, c'est que c'est quelque chose qui aussi m'a toujours fasciné depuis que je suis, on va dire, ado. C'est en fait l'idée que tu vois, il y a des cinéastes ou des œuvres, plus globalement, qui n'ont parfois pas pas de lien géographique ou temporel, qui peuvent être à des époques, qui peuvent être d'époques ou de continents différents, mais dans lequel tu vas retrouver des ponts artistiques notamment, dans une manière de filmer, dans une manière de raconter des histoires, ou même dans la manière de jouer en fait. Et je pense que ça, c'est un truc qui m'est toujours resté en fait depuis très jeune et qui m'a permis, on va dire, je pense, de zigzaguer, on va dire, de slalomer entre diverses écoles de cinéma, c'est-à-dire diverses approches du cinéma, pardon, et en même temps diverses périodes. Et en même temps, ça m'a permis d'avoir beaucoup de recul en fait, d'essayer d'avoir beaucoup de recul par rapport à la manière en fait dont on peut appréhender une œuvre en fonction de sa nationalité ou de l'époque ou des personnes qui l'ont constituée. C'est à beaucoup de recul en fait. Mais en même temps, je reste très fasciné par les ponts que peuvent avoir des œuvres ou des cinéastes qui sont pourtant diamétralement opposés d'un point de vue géographique et temporel. Ça, c'est quelque chose qui me fascine encore aujourd'hui énormément. Pour te donner un exemple, je vais prendre deux exemples extrêmes. Récemment, avec mon ami Aurélien Goriou-Vallès, qui est également membre du ciné-club de Monsieur Bobine, on a écrit un épisode de Monsieur Bobine sur Wong Kar-wai, principalement sur les diptyques Chungking Express, L'échange déchu. Et à la fin de cet épisode, et ça par contre, ça me tenait à cœur parce que ça faisait des années que je souhaitais aborder ça, parce que c'est deux cinéastes que j'aime énormément, c'est Wong Kar-wai, donc bien sûr, et en fait, je faisais le parallèle avec un cinéaste qui a priori n'a rien à voir avec ce dernier, qui s'appelle Tony Scott. Et en fait, l'influence l'influence mutuelle qu'ils ont pu avoir l'un et l'autre en fonction de leur carrière et de leurs axes artistiques, puisque Wong Kar-wai a plus ou moins rendu un hommage comique dès ses débuts à Tony Scott via la chanson Take My Breath Away de Top Gun qui est présente dans A Few Years Goes By, son premier film. Il y avait une volonté commune qui était valable aussi bien chez Wong Kar-wai que chez Tony Scott de, on va dire, prendre un langage du clip et qui était issu en partie du clip et de la pub très suresthétisée et de l'appliquer à des formats narratifs avec des structures narratives de films de genre, notamment dans Polar, notamment, et la manière en fait dont ils ont de l'avoir fait quelque chose de très personnel, et au point où justement il y a eu une passation, on va dire, moi je trouve stylistique entre les deux, une vraie passation. C'est au début des années 2000, c'est-à-dire quand Tony Scott s'est beaucoup plus aventuré vers une mise en scène beaucoup plus abstraite, qui avait beaucoup à voir notamment avec ce que pouvait faire Wong Kar-wai, notamment dans Chungking Express, Les Anges déçus, jusqu'à Happy Together inclus.
et qu'il va appliquer au langage du cinéma d'action, notamment dans des films comme Man on Fire, Unstoppable, etc. Alors que Wong Kar-wai, lui, c'est beaucoup plus, entre guillemets, assagi, en fait. Et la rencontre charnière entre ces deux-là, d'un point de vue artistique, c'est le court-métrage The Hire, qui faisait partie d'un projet commun pour la marque BMW, auquel ont participé Tony Scott, Wong Kar-wai, et aussi David Fincher, lui et plein d'autres, et dans lequel The Hire, c'est littéralement l'acte de la transformation artistique de Tony Scott, avec énormément d'effets de style, comme le step printing ou les variations chromatiques extrêmement violentes, qui avaient pour but de créer une sorte de mise en scène expressionniste de l'action. Et après, quelques années après, il va faire, peu de temps, je crois, avant Man on Fire, il fait justement un court-métrage pour Amazon qui est littéralement un hommage à Wong Kar-wai, en fait. Et ça m'a toujours, en fait, j'ai toujours trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement prégnant, c'est-à-dire que justement, tu es deux cinéastes qui apparemment qu'on aime opposer artistiquement, etc., dans l'approche, mais qui en fait communiquent entre eux et en fait sont beaucoup plus proches qu'on pourrait le croire dans leur approche du médium artistique. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une manière quelque part de casser les barrières, en fait. Des barrières par rapport à la manière dont tu peux appréhender une œuvre, etc. C'est-à-dire, il y a cette idée un peu iconoclaste de dire que telle manière d'approcher une œuvre, tu peux l'approcher, telle manière en fait de concevoir une œuvre, tu peux le retrouver justement chez un cinéaste chez des cinéastes a priori très différents les uns des autres. Voilà. Il y a cette idée même de la maison, tu sais, dans la maison où il y a plein de chambres comme ça, des chambres communes. Et ouais, mais la fameuse maison cinéma, donc il y a cette idée géographique qui est aussi très importante et qui pourrait être évidente aujourd'hui, selon toi? Elle est beaucoup plus évidente dans la mesure où, et là je vais citer Christophe Gans, qui est justement, a beaucoup axé sa carrière sur cette question, c'est-à-dire qu'on est on est dans un environnement globalisé, on est dans une approche globalisée de la culture. Donc, ce qui fait qu'en fait, on est sur un réseau d'influence qui est plutôt de l'ordre de l'international. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des cinéastes ou des créateurs ou des créatrices qui vont justement dialoguer d'œuvre en œuvre, sans forcément que ce soit aussi marqué que ça pouvait être le cas avant. Pour te donner un exemple, si tu prends, il y a une différence notable, je pense notamment qui s'est opérée de manière beaucoup plus, je dirais, syncrétique, c'est peut-être le terme exact qui correspond mieux, ces dernières années, après les années 2000 en fait. Vraiment, on va dire, il y a une bascule aux alentours des années 2000 qui est fait, je pense, à mon avis, avec l'époque où justement, comme on disait en début, il y avait Matrix, Kill Bill, etc. qui sortaient, où là, c'était devenu trop évident en fait que c'était des films influencés par cette cinématographie-là, qui était à la base une cinématographie, je parle notamment pour le cinéma populaire asiatique, qui était souvent en fait un cinéma soit de niche, soit justement qui était un peu un cinéma, je dirais, pas contre-culturel, même si le terme pourrait s'y appliquer, mais on va dire beaucoup plus souterrain, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment une culture populaire qui a fini par devenir cette espèce de truc, on va dire, encore une fois, qui rejoint un peu ce qu'on disait en antenne, c'est-à-dire c'est devenu un patrimoine du cinéma et c'est appréhendé tel quel, avec son rapport au fétichisme, etc. Du moins dans le cinéma live. Or, à l'heure actuelle, si tu prends, il y a une différence très nette dans la manière d'appréhender ce cinéma-là, qui s'est opéré, c'est-à-dire notamment, je prends dans l'animation, avec toutes les séries animées qui sortent récemment, que ce soit des Last Man, ou même notamment en France, soit Last Man, ou même le studio qui a fait Le Sommet des Dieux, où tu sens, on va dire, une influence commune, aussi bien d'une école occidentale que d'une école asiatique, notamment dans la manière d'appréhender l'animation, mais qui se fait de manière beaucoup plus organique. Si tu veux, c'est moins, on va dire, marqué entre deux sauts culturels que tu vois à l'image directement, en fait. Ça se fait de manière beaucoup plus organique via des techniques et des approches. C'est quelque chose, on va dire, qu'on retrouve au cinéma, mais de manière beaucoup plus sporadique, ce qui fait qu'on va dire que pour l'amateur, pour le fan de ce cinéma-là, c'est intéressant de creuser, mais c'est vrai qu'effectivement, si tu ne creuses pas, tu peux ne passer à côté de ça, en fait. Mais sans pour autant, sans pour autant que comment dire, ça fasse un préjugé sur l'œuvre. Au contraire, non, c'est plus des choses que si tu vas capter si tu es fan ou pas. Je vais te donner un exemple très simple. C'est un exemple d'ailleurs mainstream et tout, mais qui est intéressant à la problématique. C'est que tu prends le film Logan de James Mangold.
C'est objectivement, on a beaucoup parlé à juste titre de l'influence du western qu'il y a eu, puisqu'il se réclamait de L'Homme des vallées perdues, notamment de George Stevens, etc., d'Impitoyable. Mais si tu regardes bien, et ça c'est une autre influence, mais elle est souterraine, c'est que le dynamique du duo, sa structure narrative et sa structure psychologique, la manière dont ils interagissent ensemble, est héritée en fait d'une franchise japonaise ultra populaire qui s'appelait les Baby Cart, qui a été à la base un manga de Kazuo Koike. Kazuo Koike, qui était donc celui qu'on surnommait le Alexandre Dumas du manga. Donc c'est lui qui a créé Lady Snowblood, etc. Et donc Baby Cart, et qui a été adapté au cinéma dans les années 70, notamment par un binôme qui était l'acteur Tomisaburo Wakayama, qui avait un frère qui était Shintaro Katsu, qui lui jouait l'autre grand héros de cette époque, qui était le masseur avec Satoshi. Ils avaient une boîte de production. Et en fait, c'est devenu, donc c'est cette franchise-là qui a fait de Tomisaburo Wakayama une star, au Japon, du moins un grand nom. D'ailleurs, il a même été engagé quelques années après par Ridley Scott pour jouer le chef Yakuza dans Black Rain. Et en fait, c'est une franchise qui raconte justement, donc tirée de ce manga de Kazuo Koike, qui raconte en fait justement cette espèce de périple dans un Japon féodal entre Ogami Eto, qui est une sorte de ronin, butcher comme on dit, c'est-à-dire qui a été déchu et qui erre avec son fils, muet, comme les X-23 dans le film de James Mangold, et doivent en fait lutter pour leur survie dans un Japon féodal rempli d'ennemis, etc., à la lisière du fantastique. Et d'ailleurs, il y a un élément qui peut paraître très différent du film de Logan, mais qui est présent aussi bien dans Logan que dans la franchise Baby Cart, en particulier le deuxième opus qui est L'Enfant Massacre. C'est cette idée qu'en fait, et ça va avec aussi on va dire une fonction assez animiste, on va dire, la manière de concevoir les éléments, c'est-à-dire que les ennemis dans Baby Cart fusionnent littéralement avec leurs armes, en fait. C'est-à-dire que les armes peuvent être vues comme des extensions des personnages, ce qui est également le cas dans Logan, avec cette idée, certes, qui est une idée commune de la SF, mais dans le cadre de cette histoire, ça donne un sens tout nouveau, qui est cette idée, en fait, qu'ils ont des armes, des bras mécaniques qui leur donnent une surpuissance. Et ça, c'est typique, en fait, d'une version SF que ce qu'on aurait pu avoir, justement, dans les Baby Cart. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que James Mangold dit qu'un de ses cinéastes fétiches qu'il a le plus influencé dans toute sa carrière, c'est Ozu. C'est Yasuhiro Ozu, en fait. Donc, ça, c'est aussi un truc qui est très intéressant, en fait. Je prends cet exemple. Il y en a aussi un autre, mais ça, peut-être que j'y reviendrai peut-être plus tard, peut-être dans un futur travail, futur projet. C'est un film qui s'en rapproche énormément de Logan dans ses modes d'attention, même si on l'a pas évoqué, même si j'ai vu peu de commentaires à ma connaissance qui en parlaient. C'est le film de Edgar Wright, Last Night in Soho, qui est sorti il y a un an, qui est en fait on a beaucoup parlé que c'est un hommage au giallo, donc le genre italien et tout, et là je ne vais pas spoiler pour éviter justement ceux qui n'ont pas vu le film voient le film, mais en fait la structure du personnage central qui est joué par Anna Taylor-Joy, sa caractérisation, même la manière dont elle interagit dans l'environnement et l'histoire qui est associée à son personnage, font écho en fait à la franchise La Femme Scorpion, qui a été tournée dans les années 70 à même d'ailleurs Mika, qui a été fait de l'actrice japonaise Meiko Kaishin Star et le prototype de la Vengeuse. Mais là, j'en dirai pas plus parce que je conseillerais plutôt aux auditeurs de revoir le film en question, y compris là, c'est intéressant, le parallèle avec Last Night in Soho et La Femme Scorpion est intéressant à la mesure où c'est le parallèle là, en plus de, contrairement à Logan où ça jouait plus sur la narration, la mise en scène et une procession archétypale, dans le film de Edgar Wright, le lien avec Tsunaito, c'est même son actrice principale, le jeu d'Anya Taylor-Joy, qui est assez identique à ce que pouvait jouer Meiko Kaji, c'est-à-dire cette phrase que dit très justement William Friedkin quand il parlait de la banque de « Pourquoi vous n'avez pas pris Steve McQueen dans Le Combat de la peur ?» Il disait « J'étais jeune, mais je n'avais pas compris qu'un gros plan sur les yeux de Steve McQueen, ça valait tous les paysages du monde. » Donc voilà, pour parler de l'acting de ces deux actrices, c'est ça que je voulais dire en fait. Voilà. Mais quand tu parles d'histoire commune, est-ce que c'est aussi une manière de questionner une cinéphilie?
Un Bien dialogue de sûr, cinéphiles. bien sûr, bien sûr. Si tu veux, en fait, ce qui est intéressant quand tu t'intéresses à cette histoire, c'est la manière, en Mhm, fait, donc tu sens, enfin, du moins, il semble qu'il y ait deux axes sur l'histoire de cette approche cinéphile. C'est-à-dire que d'un côté, tu as eu, et qui bizarrement, il y a eu des tentatives auparavant de faire dialoguer ces deux cinéphilies, mhm. avant, on va dire, la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des tentatives qui ont plus ou moins avorté pour diverses raisons. Je vous renverrai d'ailleurs, je vous renvoie à la thèse qui est disponible sur Internet, qui s'appelle L'exploitation du cinéma asiatique en France, qui explique très bien ça, en fait. Pourquoi, en fait, ça démarre à partir des années 50, mais que les tentatives infructueuses de faire dialoguer ces cinéphiles-là avaient plus ou moins échoué, pour diverses raisons, qui sont d'ordre, déjà, truc tout bête, on va dire économique, et surtout par rapport au contexte historique qu'il y avait à cette époque, puisque il faut rappeler que pendant un grand moment, il y avait la guerre en Mandchourie, a fait qu'il y avait eu le Japon avait pu développer son propre cinéma, mais résultat du fait qu'il y avait eu la guerre, notamment le conflit sino-japonais, avait fait que justement ça avait été très difficile pendant un certain temps pour le cinéma chinois, pour le cinéma coréen, de justement, par exemple, pouvoir avoir une cinématographie qui pouvait justement être perdurée, on va dire, être stable et perdurée, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de classiques du cinéma chinois ou du cinéma même coréen qui sont perdus à jamais, quoi. Voilà. Mhm. Par rapport justement aux problèmes qu'il y a eu avec la guerre, etc. Même s'il y a depuis des entreprises, là je ferme ma parenthèse mais elle est importante, même si depuis il y a un vrai travail qui presque est plus proche, on va dire, de l'archéologie quelque part, pour faire un parallèle, avec l'archéologie qui font que justement, il y a justement par exemple la Korean Film Archive qui met en ligne, qui restaure, etc., et retrouve des films, des fois qu'on dit perdus, et qui les met en ligne gratuitement sur YouTube. Et par exemple, on peut trouver des films d'avant cette période-là, encore, enfin du moins de cette période-là, notamment sur des films d'études culturelles sur la Chine, notamment sur YouTube. Mais en fait, pour reprendre le fil, en fait, là où ça démarre vraiment, c'est dans les années 50. En fait, tu vas avoir deux axes qui sont principaux. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le milieu cinéphile, on va dire, plus académique, donc avec tout ce qui est les festivals, les cinémathèques, notamment avec la date clé pour beaucoup, c'est le prix qu'a obtenu Rashomon à Venise, en fait. C'est là, on va dire, le point de départ, on va dire, de cette vague, notamment au Japon, par rapport au cinéma japonais, en fait. Donc d'un côté, tu vas avoir cet axe-là qui va être très cinéma d'auteur, etc., avec notamment les films de Mizoguchi, de Ozu, etc., qui vont être découverts notamment dans les festivals, les cinémathèques, etc. Et de l'autre, tu vas avoir, on va dire, l'arrivée plus la cinéphilie populaire, c'est-à-dire les cinémas de quartier, même le grand public, tout simplement, justement de tout ce qui est plus le cinéma dit, même si j'aime pas, encore une fois, tu vois, j'aime pas faire le distinguo de barrière, mais pour expliquer historiquement, je suis obligé d'utiliser ça. Dans le cinéma populaire, tu vas avoir justement le film dit de genre. C'est-à-dire, tu vas avoir principalement, et ça, je pense que c'est Fabien Moreau et Pascal Alex Vincent qui pourront en parler beaucoup mieux que moi. Ça va être en fait tout ce qui est les kaiju Ega, donc les films de monstres géants japonais. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que on parle de Rashomon, mais on va dire l'année 1954, elle est extrêmement importante, je pense notamment au niveau du Japon, puisque la même année va sortir deux films qui vont majeurs et qui vont être des bornes qui vont avoir une influence mondiale encore aujourd'hui, qui sont des productions de la Toho, qui sont les Sept Samouraïs et Godzilla, qui sont en plus des films qui vont être des cartons aussi bien sur Archipel, et en plus d'influencer, on va dire, toute la cinéphilie mondiale. C'est-à-dire que d'un côté, les Sept Samouraïs, on le sait, va être remaké, notamment par John Sturges. Il va y avoir d'ailleurs des suites aux Sept Mercenaires, avec en plus une relation qui est quand même assez paradoxale avec Kurosawa, qu'avec Kurosawa avec le film de Sturges, puisqu'au départ, il était extrêmement honoré. Il avait même offert un katana à l'équipe du film, parce qu'il avait été très honoré justement que les Américains s'intéressent à son œuvre, d'autant qu'en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Kurosawa
considéré parmi ses grands maîtres John Ford, qu'il avait découvert et tout, qu'il avait découvert et qui l'avait énormément marqué. C'est vrai qu'il y a énormément de ponts qu'on pourrait faire entre la manière justement qu'a Kurosawa de filmer ces scènes, on va dire, de poursuite à chevaux, par exemple, avec ce que pouvait faire John Ford dans le western, mais aussi dans la manière d'appréhender les personnages, les relations sociales entre les personnages, tout en étant bien distinctes entre Ford et Kurosawa, même si il y avait des détracteurs déjà à l'époque de Kurosawa, et c'est un truc qui a été un peu reproché, c'est d'être le premier, on va dire, cinéaste world, on va dire, de faire des films à l'attention des publics occidentaux, plutôt que de faire des films typiquement, on va dire, pour japonais, on va dire. D'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, si tu prends pour revenir donc aux 7 mercenaires, il avait donc été très honoré à la base par le fait qu'on veuille remaker son œuvre. Par contre, il avait trouvé le film, après l'avoir vu, que c'était un contresens par rapport à son œuvre d'original, en fait, à l'œuvre d'origine. N'empêche que l'influence, elle est là, et en plus, ça va être une influence qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est un peu la matrice, quelque part, de tout un pan du cinéma de chevalerie, y compris en Occident, et notamment, on va dire, même dans l'approche du cinéma d'action, etc. Mais pas que. Par exemple, on va dire qu'il y a ça, et pour Godzilla, tu vas avoir justement la société Transworld Pictures qui va l'importer aux États-Unis. En censurant bien évidemment le propos d'origine lié à la bombe atomique. Et après, ce qui va entraîner, on va dire, un dialogue, on va dire, entre d'un côté le Japon et les États-Unis, aussi bien dans les deux côtés. Après, tu as effectivement Samuel Fuller qui va tourner, on va dire, donc le premier film américain qui est La Maison de Bambou au Japon, et ça va être le début, on va dire, de ce qui se faisait beaucoup à l'époque, et d'ailleurs pas que lié à l'Asie, mais aussi en Europe, c'est les productions internationales, les grosses productions internationales qui vont aussi bien de Laurence d'Arabie, Pont de la Rivière Kwai, en passant par des œuvres comme en France Paris Brutil, Weekend as Wood Kotsa, qui étaient des films qui étaient des films français, mais produits en partie par des fonds américains. Et ça a été le cas, on va dire, avec le Japon notamment. Il y a une date, il y a un film clé qui est Tora Tora Tora, qui est à la base devait être signé, excusez du peu, Akira Kurosawa et David Lean, et qui finalement a été réalisé par 3 artisans, dont 2 qui sont assez intéressants, puisque c'est mon ami Aurélien Goriou-Vallès qui m'avait fait le parallèle entre les deux, qui ont une approche de franc-tireur qui n'est pas si loin que ça, qui sont donc Richard Fleischer et Kinji Fukasaku. Kinji Fukasaku, pour faire très simple, il a démarré sa carrière dans les années 60, mais va se faire connaître littéralement sur l'archipel dans les années 70, avec des films de francs-tireurs, notamment les Yakuza Eiga, donc des films de Yakuza. Et son œuvre la plus connue, c'est la grande fresque Combat sans code d'honneur, qui est une fresque qui, en fait, dézingue les archétypes des Yakuza tels qu'ils pouvaient être magnifiés dans les années 60, notamment avec les Iko, notamment avec les films de Ken Takakura, etc., avec Ken Takakura, etc. Lui, il va proposer la version la plus brute, la plus sale, justement, de ce mythe-là. Et en fait, et tu as aussi donc, ce troisième artisan qui est Toichiro Matsuda, qui a complété, on va dire, le film. Et en fait, tu vois, on va dire qu'il y a déjà un dialogue. Alors, principalement, il faut être honnête, c'est aussi pas pour l'amour de l'art, on va dire, que ces connexions sont faites. Il y a aussi des connexions financières. C'est-à-dire qu'en fait, l'Occident, notamment représenté par les États-Unis, qui étaient la première puissance mondiale, par rapport au Japon, et en plus, il y avait l'occupation japonaise qui venait de prendre fin, il y a, on va dire, 2 pôles économiques qui s'affrontent, en fait. Quelque part, on va dire, les 2 extrêmes qui sont à la fois du côté des Américains qui représentent l'Occident, et notamment le Japon avec l'Asie, c'est, on va dire, ces 2 pôles qui s'affrontent, en fait, par rapport au marché, en fait. Donc, ce qui va créer, on va dire, quelque chose de très, très, très complexe, où tu vas avoir d'un côté des cinéastes qui vont être très marqués par cet héritage artistique qu'ils pouvaient avoir et vont essayer de l'inculquer justement dans leurs œuvres. Et de l'autre, tu vas avoir des tentatives très, très opportunistes. Alors, en sachant que Tora, c'est un cas un peu à part et tout, puisque aujourd'hui, c'est un film qui fait à juste titre référence sur la bataille de Pearl Harbor, bien plus que le film dit Pearl Harbor de Michael Bay, justement, parce que c'était un film, Tora, qui avait une qualité, c'était justement, on va dire, d'essayer d'enlever les clichés aussi bien d'un côté que de l'autre.
Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans les années 70, et là, on va dire, tu as une explosion, on va dire, de toutes les cinématographies. C'est-à-dire, alors, je parlais de Kurosawa, j'ai oublié de citer, mais je ne peux pas tout citer en 1 heure, c'est pas possible. Il y a effectivement l'histoire du remake officieux de Yojimbo, donc le garde du corps, avec justement, donc, pour une poignée de dollars, Sergio Leone. Mais je ne peux pas tout citer et tout, sinon c'est impossible et tout. Mais voilà, il ne faut surtout pas l'oublier et tout. Par contre, pour en venir aux années 70, en fait, tu vas avoir on va dire, c'est à ce moment-là qu'il y a une espèce de melting pot qui se met en place dans les influences. On va rester sur le cinéma japonais, mais après, on évoquera Hong Kong, justement, parce que c'est super intéressant ce qui se passe à Hong Kong et du côté de Taïwan, parce que c'est aussi important. C'est-à-dire que tu as en fait tous les cinéastes, notamment du nouvel Hollywood, donc tout ce qui est Coppola, Scorsese, Spielberg, Lucas, De Palma, etc., Altman, etc., qui ont tous découvert ces films, les films notamment de Kurosawa, les Shambara, notamment les films de Masaki Kobayashi, donc Harakiri, Kwaidan, etc., La Condition de l'homme, qui ont été très marqués par justement ces films qu'ils ont découverts, notamment, ça c'est Pascal Alex Vincent qui me l'avait raconté, notamment dans les cinémas Toho, qui étaient à destination de la population japonaise en Californie, en fait. Il y avait des cinémas spécialement dédiés aux productions japonaises et au public japonais, notamment à Los Angeles, etc. Et en fait, donc, tu vas avoir une espèce de dialogue qui va se faire vraiment sur des relations, on va dire, des intérêts, je pense, artistiques communs. Pour prendre un exemple très simple, je pense que ce qui a dû marquer Coppola, qu'on sait son admiration, notamment pour ce cinéma-là, qui va, on va dire, même encore, pour donner un exemple, ça va du Parrain jusqu'à Coup de cœur, ou même dans Dracula, c'est que c'était l'idée qu'en fait, vu que lui vient du théâtre, et est un passionné de théâtre à la base et tout, je pense que c'est l'aspect très théâtral du cinéma japonais, qui on sait était très influencé par le cinéma kabuki, le théâtre absus, le théâtre kabuki, le théâtre du No. Je pense qu'il y avait cette dimension théâtrale avec des visuels très forts qui appuient énormément sur l'utilisation du décor à des fins symboliques, à la fois pour extrapoler les émotions des personnages et en même temps pour donner une dimension très expressionniste au niveau des décors, enfin des sous-entendus et tout, qui a dû marquer en fait. Et je pense que lui, en tant que passionné de théâtre à la base, avant de s'intéresser au cinéma, c'est quelque chose qui a dû énormément le marquer dans son approche de la mise en scène. C'est vrai qu'effectivement, tu prends même un film comme Le Parrain, qui est pourtant un film très marqué par l'Europe, notamment le cinéma italien, etc., de cette époque-là, donc, que ce soit avec Nino Rota ou même ce qu'il pouvait y avoir du côté de chez Visconti, etc. Dans sa manière, on va dire, d'utiliser, avec Gordon Willis, celui qu'on surnommait le prince des ténèbres, son chef opérateur, la manière d'utiliser les ombres, le clair-obscur, afin d'appuyer la dimension tragique des personnages, leur donner un aspect presque shakespearien. Ça, c'est quelque chose qui devait beaucoup, je pense, à ce qu'on pouvait avoir du côté du Japon, notamment dans les films de Kurosawa, même les films de Kobayashi, etc., où justement tu as une utilisation du clair-obscur qui est utilisée, ou même de la lumière en général et des ombres, qui est utilisée pour faire ressortir la dimension tragique des personnages d'un point de vue purement symbolique. Parce que ça, c'est aussi très important de le signaler, c'est que en Asie, en Japon, mais même en Asie en général, le réalisme n'est pas forcément synonyme de naturalisme. En Asie, le réalisme, il est symbolique. Il n'exclut pas le symbolisme. Ce qui est très différent, on va dire, de chez nous en Occident, où notamment, souvent, réalisme égale naturalisme. Ce n'est pas le cas, on va dire, en Asie. Et ce qui fait qu'à mon avis, c'est ça qui a dû énormément interpeller ces cinéastes-là. Et donc, Coppola, on va dire, je pense que ça se joue vraiment à ce niveau-là. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il y avait cette fascination-là va de pair, on va dire, avec son admiration qu'il avait, on le sait, pour le cinéma britannique de Powell Pressburger, qui sont aussi des cinéastes qui, dans leur approche baroque, voilà, le terme exact, c'est vraiment baroque, ont un rapport à la scène qui peut paraître très théâtral dans ses émotions et tout. Pour te dire, on va dire, chez Coppola, tu prends, je pense que l'exemple là où l'influence est vraiment le plus visible, c'est dans son adaptation de Dracula, puisque qui est très influencé notamment dans son premier acte, tout le prologue et tout, est très marqué par à la fois Ivan le Terrible,
de Sergei Eisenstein, mais aussi le Kwaidan de Kobayashi. Alors, Kwaidan, c'est un film qui est super intéressant, puisque on va dire que toute la partie où elle se suicide, Mina Harker, dans le film de Coppola, ça en renvoie explicite au suicide de la princesse dans le troisième segment du film de Kobayashi, qui s'appelle Oshi n'a pas d'oreille, avec justement ces décors, ce rouge très important dans l'arrière-plan, avec ses qui est maniériste et tout, et son suicide qui est dans une espèce de mer vraiment une mer de fumée, littéralement. Et je pense que c'est pas ça, quand tu te prends ça en pleine gueule, ça ne peut que te marquer à vie, quoi. Je veux dire, même dans ton approche artistique, c'est vrai que je pense que ça a dû énormément, pas mal redéfinir cette approche, justement, du visuel. Je terminerai sur l'exemple de Kwaidan, parce que c'est un cas assez intéressant. C'est qu'on a affaire, c'était donc une adaptation, pour faire très simple, des récits de l'Arcado Yen, qui était un Occident qui était installé au Japon, justement, mais qui était devenu une sorte de Edgar Allan Poe local, c'est-à-dire qu'il avait défini en grande partie toutes les histoires de fantômes locales, etc. Et en fait, d'où Kwaidan, qui était un recueil de nouvelles, qui a été adapté, comme je disais, par Kobayashi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un film de fantômes, mais qui a eu une énorme influence sur l'héroïque fantasy occidentale. C'est-à-dire, on a parlé de Dracula, qui est un film d'horreur, mais par exemple, on retrouve des traces, notamment dans le Excalibur de John Boorman, le combat final opposant Arthur, je ne me rappelle plus du nom de son fils illégitime, sur fond de théâtre, sur fond de scène théâtrale, ça vient de ce film-là, en fait. Ça vient de Kwaidan. Et même sur Conan le Barbare, de John Milius, puisque la scène où justement Conan est enterré pour mieux ressusciter est en fait une citation directe du segment Oshi n'a pas d'oreille, quand le prêtre justement se met justement tout un tas de signes pour résister à l'appel des esprits, en fait. Donc tu vois, c'est assez intéressant de voir comment, en fait, à travers des genres et des approches différentes, on communique. Après, là, on a beaucoup parlé du Japon. Dans les années 70, il y a un gros événement qui va apparaître, c'est l'explosion du cinéma d'arts martiaux du côté de Hong Kong. Alors, du côté de Hong Kong et de Taïwan, même si en Taïwan, c'est plus du wuxia pian. Du côté de Hong Kong, il y a les films de la Shaw Brothers, et puis bien évidemment donc Bruce Lee. Et en fait, son parcours d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui va vraiment être un pont déterminant. C'est devenu même limite un mythe, au même titre que pouvait être justement Marilyn Monroe, James Dean, etc., quand on voit sa vie, etc., mais qui a été, même dans sa vie personnelle, un pont entre ces deux cinémas, en fait. Parce qu'on sait, il a démarré en Chine à Hong Kong quand il était plus jeune. Après, bon, il y a eu son parcours au State avec notamment le Frelon Vert, etc., avant de revenir à Hong Kong en signant justement avec Raymond Shaw de la Shaw Brothers, et il va devenir cette espèce de star interplanétaire, etc., certes, et qui fait justement le pont entre ces deux, y compris dans sa manière d'appréhender les arts martiaux, parce que il y avait autant un style qui devait beaucoup justement aux écoles, notamment asiatiques, que à la boxe anglaise, notamment. Et en fait, ça va créer, on va dire, tout un panel, on va dire, donc, qui vont justement des sous-Bruce Lee qui vont apparaître, la Bruce Exploitation qui va apparaître sur la mort, mais qui va cartonner, c'est-à-dire à travers le monde, en fait. Et de l'autre, tu as un versant avec notamment King Hu, beaucoup plus, entre guillemets, festivalier, qui a notamment été découvert en Occident grâce à l'intermédiaire de Pierre Rissian, notamment qui avait participé justement à la découverte de King Hu, notamment, avec notamment un film comme Touch of Zen, qui était un film qui avait quand même été présenté en compétition au Festival de Cannes, même s'il a mis beaucoup plus de temps à sortir, mais qui était beaucoup plus basé sur une approche, on va dire, à la fois traditionnelle, mais en même temps qui jouait justement déjà d'une volonté un peu subversive. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que l'un de ses précédents films, et ça, c'est vrai que ça paraît très surprenant dit comme ça, c'est que lui-même le dit, Dragon Inn, aka l'auberge du dragon, il disait que sa plus grande, qui est un magnifique huis clos dans une auberge et tout, d'une incroyable modernité encore aujourd'hui, qui a d'ailleurs donné lieu à deux autres versions ultérieures produites ou réalisées en sous-main par Soyark. En fait, Dragoni disait qu'une de ses principales références, et ça c'est Pierre Rissian qui le racontait, c'était les James Bond. Et même Pierre Rissian me disait, mais et Pierre Rissian, dans l'interview que j'avais vu lui, disait pourquoi il ne voyait pas le rapport en fait.
Et c'est ça, en fait, que moi, je trouve génial, en fait. C'est que c'est des rapports qu'on ne paraît pas comme ça, mais en fait, plus tu y réfléchis, plus tu te dis, hmm, oui, je vois où il a voulu en voir et tout. C'est-à-dire, c'est toujours l'idée, en fait, de voir des choses qui peut-être t'intéressent, qui te parlent en toi, en tant qu'artiste, et que tu vas reconfigurer à ta manière et tout. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à une espèce, on va dire, notamment par rapport au cinéma d'arts martiaux, tu as à la fois l'influence de Bruce Lee et de la Shaw Brothers, notamment avec tous les films, notamment qui vont des films de Chang Che, donc La Rage du Tigre, Un seul bras les tua contre tous, etc., en passant par les films beaucoup plus humanistes de Lu Liang, qui était donc un génie absolu, donc qui était on va dire, un ancien chorégraphe, enfin, toujours chorégraphe, mais qui est passé à la réalisation avec notamment la 36e chambre de Shaolin, etc., qui vont avoir une influence considérable, notamment en Occident. Parce qu'il faut le rappeler, c'est que c'est des films qui passaient souvent dans des cinémas de quartier, notamment que ce soit en France ou même aux États-Unis, et qui vont avoir une influence aussi bien du côté de futurs cinéastes que justement dans le domaine notamment du rap US, notamment avec le Wu-Tang Clan, etc. Et en parallèle, ce qui est intéressant, c'est que à Hong Kong, il y avait une telle vague de films d'arts martiaux, notamment initiés par, pas initiés, mais qui a été catapulté international, notamment par le biais de Bruce Lee, qu'au Japon, ils se sont mis en tête de répliquer par rapport à ça, avec notamment l'arrivée de cet acteur qui est génial, mais qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps, qui était Sonny Chiba, qui était, on va dire, une réponse beaucoup plus hardcore à ce que pouvait faire Bruce Lee à Hong Kong. Mais Sonny Chiba racontait que c'était un de ses héros et qu'il aurait rêvé de faire un film avec lui, en fait. Et il raconte que lorsqu'il est arrivé à Hong Kong pour le rencontrer, il a appris que Bruce Lee venait de mourir. C'est un peu triste. Et en fait, donc, Sonny Chiba, donc les films d'action qui étaient souvent produits par la Toei, Toei qui était un studio qui était spécialisé notamment donc ce cinéma-là et surtout le cinéma érotique, le Pinkuega, et qui vont arriver, on va dire, en Occident, notamment aux États-Unis, parce qu'en France, paradoxalement, il y a eu quelques sorties, mais ça n'a jamais vraiment pris, contrairement au cinéma d'arts martiaux hongkongais, par exemple. C'est surtout aux États-Unis qui va se faire un nom, notamment par l'intermédiaire, et ça c'est assez curieux, de la New Line Cinema, qui était à cette époque une boîte qui distribuait beaucoup de films d'auteurs. Donc c'était la boîte de Robert Shea qui avait distribué notamment les films de Pasolini, Godard, etc. aux États-Unis dans certains campus, et qui en fait avait décidé d'être rentable en se penchant du côté du cinéma de la Toei, en fait, enfin, du cinéma d'action de la Toei. Ils étaient allés chercher justement des films d'arts martiaux, et c'est eux qui ont popularisé Sonny Chiba notamment aux États-Unis. C'est même eux c'est même Robert Shea qui a décidé justement de changer le nom du comédien en Sonny Chiba pour qu'il soit beaucoup plus bankable, etc. Et ça va faire, on va dire, avant même que New Line se lance dans le cinéma d'horreur dans les années 80 avec les Freddy, ça a été justement une de leurs rapports-caisse, en fait, qui en plus va de pair avec d'autres productions, notamment les films avec Etsuko Shiomi, qui était une élève de Sonny Chiba et qui est devenue une star par la suite, avec notamment les Sister Street Fighter et tout, qui était aussi distribué par la New Line Cinema, et plus tard un acteur qui est encore aujourd'hui extrêmement populaire, puisque tout le monde le connaît, même sans connaître son nom, mais tout le monde a vu au moins son visage dans une super production américaine, que ce soit dans Avengers, 47 Ronin, récemment Bullet Train. C'est Hiroyuki Sanada, qui justement a été l'élève depuis sa plus tendre enfance de Sonny Chiba, et qui a été par la suite un acteur, on va dire, très populaire, enfin qui a eu sa propre carrière de cinéma d'action, au point que un film comme Roaring Fire avait été distribué au début des années 80 aux États-Unis par la New Line, et même sa popularité était telle à cet acteur qu'il avait été appelé à Hong Kong pour tenir la vedette avec Michelle Yeoh, donc une des rares stars de l'âge d'or du cinéma hongkongais qui perdure encore aujourd'hui, notamment à l'international. D'ailleurs, on l'a vu cette année avec le succès surprise de Everything Everywhere All at Once, qui justement, alors, ils ont fait un film ensemble à leur début qui s'appelait Le sens du devoir, Royal Warriors. Alors les titres, souvent les titres, c'est impossible parce qu'il y a des histoires de titres. Bon, ça dépasse le cadre de l'émission, mais l'exploitation des films asiatiques en Occident, notamment par le biais du cinéma de quartier, avec les titres qui sont juste pas possibles et qui changent tous les 36, enfin, ça pourrait faire une émission entière. Mais voilà, et en fait, donc tu as cette espèce, on va dire,
espèce de rencontre entre d'un côté un circuit festivalier, avec Igu, etc., les grands autres, Oshima notamment. D'ailleurs, c'est intéressant puisque même Oshima, qui faisait partie de la nouvelle vague japonaise, va voir son film le plus célèbre, L'Empire des Sens, financé par la France. Donc il y a déjà, on va dire, un dialogue entre d'un côté qui en fait est beaucoup plus perméable qu'on pourrait le croire, entre d'un côté un cinéma dit populaire et un cinéma qu'on imagine plus adressé à un auteur, mais qui en fait dialogue intimement en fait l'un à l'autre sans qu'il y ait en fait vraiment de frontières. Et je voudrais terminer là-dessus, sur cette partie-là, c'est que tu prends par exemple, il y a un exemple qui moi me touche particulièrement, c'est le cas de Kinji Fukasaku encore et d'Oberman Cop. Alors, Doberman Cop, je fais très simple, c'était un film policier qu'il a fait avec Sonny Chiba à la fin des années 70. Et en fait, c'est un hommage, dans certaines scènes, à Peur sur la ville de Henri Verneuil. C'est-à-dire qu'il reprend, on va dire, les cascades, même la posture, enfin, il y a des scènes qui sont identiques. Et c'est un hommage, c'est même pas, on va dire, parce que le film, il y a certes le fait que Peur sur la ville avait cartonné en France, donc les Japonais essaient de récidiver, mais c'est aussi parce que Sonny Chiba, qui joue le rôle principal dans ce film-là, était un grand fan de Jean-Paul Belmondo et a voulu lui rendre hommage dans ce film-là et considérait que c'était un de ses modèles et tout. Pareil avec ce qui va arriver aussi à Hong Kong avec Jackie Chan notamment. Et en fait, ce que je trouve très touchant, c'est que ce cinéaste-là, qui était Henri Verneuil en France, n'était pas forcément le cinéaste le plus bien vu malgré ses immenses qualités de metteur en scène, qu'il y ait un cinéaste à l'autre bout du monde, un grand cinéaste comme Kinji Fukasaku, avec cet acteur extraordinaire qui est Sonny Chiba, lui rend hommage dans un de leurs films. Je trouve que c'est quelque part, je trouve ça, c'est une très très belle preuve de on va dire de la réelle qualité intrinsèque d'une œuvre quand elle est sur une autre, enfin sur l'influence qu'elle peut avoir, on va dire, partout dans le monde. Et je pense que ça, c'est primordial si on veut avoir, on va dire, une approche, on va dire, plutôt, on va dire, riche de ce cinéma-là, en fait. Voilà. J'imagine. Vas-y. Oui, pardon, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Je terminerai, on va dire, c'est que le fait d'avoir d'axer sur ces deux prismes-là, quelque part, ça décloisonne les barrières, en fait. Voilà. Après, est-ce que c'est une vision personnelle ou est-ce que c'est une vision qui est partagée? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas en dire. J'imagine que fut autrefois, c'était assez évident de dénicher ces nombreuses pistes communes entre ces deux géographies cinématographiques, mais aujourd'hui, avec le manga, avec les jeux vidéo, c'est ce que tu écris dans ton article, avec l'animation japonaise, avec une espèce de, comment je pourrais dire ça, une multitude, un foisonnement d'images, j'imagine que leur trouver des histoires communes, pour le coup, ce serait par bribes, ce serait pas si évident que ça. C'est ça, et en fait, on va dire que on était auparavant dans ce qu'on pourrait appeler le transculturel. Aujourd'hui, il y a le transmédia. Et ça, c'est acté, on va dire, dès la fin, on va dire, des années 90, quand va arriver toute la vague Matrix. Ça, c'est un film qui a été pilier par rapport à ça, et même les tentatives qu'il y avait au préalable, on va dire, de faire dialoguer ces médias et ces cinématographies-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé justement de cinéma japonais. À mon sens, il y a deux films qui préfiguraient ça. Le premier, c'est Yakuza, de ciné polac, avec Ken Katakura, Robert Mitchum notamment, et qui a été écrit par les frères Schrader, en fait, notamment, et Roberton, qui est un film, on va dire, super intéressant parce que c'est un film qui avait tout, justement, pour être un espèce de thriller un peu exotique, etc. Ça l'est un peu en partie. Mais en fait, dans sa description du monde des Yakuza, et surtout dans la mise en scène, j'insiste là-dessus, sur l'approche de la mise en scène, c'est vraiment un hommage très différent à cette cinématographie-là. C'est-à-dire c'est au carrefour du film noir américain, d'ailleurs même du mélodrame, puisque c'est, je pense, une des forces aussi du film encore aujourd'hui, c'est que c'est plus une histoire d'amour entre un homme déjà âgé qui revient sur sa jeunesse au Japon, etc. Ça crée une dimension introspective d'entrée de jeu. Et en fait, le film de Yakuza ou le film de sabre japonais, et l'intelligence, on va dire, qu'a eu Sidney Pollack avec son équipe en grande partie japonaise, puisqu'il était allé chercher le chef opérateur des loups
de Hideo Gosha pour faire la photo du film, c'est qu'en fait, il n'est pas cadré ou filmé, il n'est pas cadré et monté comme pouvait être un film occidental à cette époque, un film d'action occidental à cette époque. Il est vraiment cadré, filmé comme un Shambhala, je t'insiste, vraiment un Shambhala des années 60. C'est-à-dire que tu as, aussi bien dans la dynamique de l'espace, tu sens qu'il avait voulu rendre hommage à cette cinématographie-là, en jouant notamment sur les silences, la violence qui surgit en sec, même dans sa description, on va dire, de l'environnement en urbain, c'est vraiment un hommage à ça. Donc tu as ça, et puis tu as bien évidemment, on a déjà parlé, tu as les aventures de Jack Burton, qui lui est carrément un mix, un hommage au cinéma de Hong Kong, des années 80, notamment à Zoo et Guerrier Montagne Magique, ou même au film production à Shaw Brothers. Tu as aussi les figures des Trois Tombes, qui sont issues des Dieux de la Mort de la franchise Baby Car dont on a parlé. Et à la fin, tu as même, c'est là où ce film est visionnaire encore aujourd'hui, tu as l'influence du jeu vidéo, puisque le combat entre Ek-Shen et Lopan joue justement, en fait, ils s'affrontent comme dans un jeu vidéo, littéralement. Donc en fait, c'est aussi lié à l'explosion, comme je disais, du jeu vidéo, et on va dire de la culture manga, en fait. Alors, je pense que beaucoup de gens ont déjà énormément dit dessus. Après, ce qui moi, m'interpelle, c'est que dans ce qui s'est passé avec... en fait, on en revient à notre conversation de tout à l'heure, c'est que dans le transmédia et le transculturel et le transmédia, comme tu l'as très bien dit, c'est qu'on retrouve des bribes, en fait. Moi, par exemple, c'est même plus, tu vois, des trucs qui sont liés, encore une fois, à ce qu'on disait, des archétypes narratifs ou des archétypes visuels. Je vais te donner un exemple très récent. Dans énormément de films d'arts martiaux, tu avais une figure, enfin, pas tous, mais certains, je pense notamment la fin des exécuteurs de Shaolin, de Lu Chiang, très beau film en plus sur une histoire initiatique, en plus qui prend part dans on va dire, les troupes de théâtre itinérants chinoises. C'est un très beau film et tout. Et en fait, tu as une figure que tu avais dans ce film-là et que tu as aussi dans, par exemple, Prodigal Son de Sammo, super film. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc, je fais une petite parenthèse, c'est que dans les années 80, Hong Kong, il y avait déjà en fait ce qu'il n'y a que maintenant en Occident, sur lequel on a toujours un peu de mal, mais qui commence un peu plus à arriver, c'est le mélange des genres en fait. C'est que c'était un cinéma qui mélangeait tous les genres. Tu pouvais avoir du mélo, du kung-fu, de la comédie, de l'action, même du film d'horreur, notamment dans un seul et même film. Et ça, c'est primordial en fait. Je pense que c'est la nature complètement libérée de toutes les contraintes qui a fait en fait la singularité de ce cinéma-là, le fait qu'au final, il préfigure en fait la culture et le cinéma tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Je ferme ma parenthèse pour en revenir. Il y a cette figure que je parlais qui est présente dans les exécuteurs Shaolin, Prodigal Son et dans pas mal de films d'arts martiaux des années 70. C'est la figure, on va dire, du héros qui doit monter des espèces en guise de climax, qui doit affronter le méchant en haut d'un escalier, d'une espèce d'une tour, etc. Figure, bon, moi j'adore, hein, parce que dès que tu me mets ça dans un film, voilà. Mais que tu as aussi qui a été pas mal repris dans les jeux vidéo, les jeux de combat, peut-être même plus Mortal Kombat que Street Fighter, mais qui était présent. Et ces dernières années, je l'ai retrouvé dans des films, dans des œuvres aussi différentes. C'est vraiment une figure qui est associée à ce cinéma-là, vraiment d'arts martiaux typiques, et que j'ai retrouvé dans 3 œuvres qui sont très différentes les unes des autres. La première, c'est effectivement, ça paraît logique, c'est Scott Pilgrim avec le combat final, donc de Edgar Wright avec le combat final justement qui se déroule sur ce d'escalier. Après, tu as également, récemment, tu as eu la fin de Everything Everywhere All At Once qui se déroule sur ça, et en plus qui inverse le procédé, puisque c'est plus, elle doit faire des coups de poing, mais au contraire, elle doit faire des câlins à l'héroïne. Et enfin, et c'est là où c'est le plus surprenant, tu as même ça dans une série de Scott Frank sur Netflix qui s'appelle, une série qui s'appelle Le Jeu de la Dame, où en fait, quand elle va affronter justement les adversaires en échec à Las Vegas, il te refait le plan où elle doit aller en haut Sauf que c'est dans un casino, mais c'est exactement le même plan, la même idée qu'il y avait dans ces films d'arts martiaux des années 70. Et tu crois que ce n'est pas anodin? Alors, pour le jeu de la dame, par exemple, pour le jeu de la dame, tu crois que c'est vraiment lié? La série Le Jeu de la Dame, c'est que ce que disaient beaucoup, c'est que ça ressemble par moments c'est une critique qui a été faite à ce qu'on appelait un shonen, c'est-à-dire
un récit initiatique qui était typique, on va dire, que tu as dans le sport, les jeux, des animés, etc. Et c'est vrai que même moi, alors, je pense que c'est involontaire, mais quoique, puisque Scott Frank, c'était aussi justement le co-scénariste de Logan, qu'on a parlé au préalable, puisque c'était un scénariste j'allais dire Frank Darabont, de James Mangold. Mais même le début avec le mentor, etc., je sais pas, je pense pas que ce soit volontaire. Mais inconsciemment, ça m'a rappelé la figure qu'il y avait dans tous les films comme La Transmission de Shaolin, même Dragon Princess, justement avec Sunishiba et Tsukoshi Oni, enfin, tous ces films où justement tu as l'espèce de mentor qui va entraîner la jeune héroïne à justement devenir, à s'améliorer et tout. Et ça, tu avais typiquement ça dans tous ces films-là. Après, je pense pas que ce soit volontaire ou pas. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même c'est dans ces figures-là qui sont à la fois, comment dire, s'ils sont présentes, c'est peut-être pas volontaire ou pas, en fait. C'est ça, moi, que je trouve intéressant. En fait. C'est-à-dire que ça peut être des figures qui dialoguent avec d'autres, sans forcément que l'artiste en ait conscience ou pas. Il y a aussi un phénomène que j'ai un peu aperçu récemment, c'est dans le cinéma d'horreur, justement. En fait, je pense que toi, tu t'en souviens bien aussi, c'est-à-dire qu'à la fin des années 90, début 2000, tu avais ce qu'on appelait la vague de la J-horror. Donc tout ce qui était Ring de Nakata, les films de Kiyoshi Kurosawa avec Kairo, Cure, etc. Et même, comment je me rappelle jamais, The Grudge, Jun-ho, c'est ce qui a été animé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que récemment, tu avais une esthétique, alors ça c'est plus Stéphane Dumeslino qui en parlera beaucoup mieux que moi, parce que c'est le spécialiste du sujet. Mais c'est vrai que c'était une esthétique de la peur qui était à la fois dialoguée avec le cinéma d'horreur d'autrefois, notamment tout ce qui était Jacques Tourneur, Robert Wise, Jack Clayton, etc. Et, tout en faisant un pont avec le Yurei-Eiga plus traditionnel japonais avec sa mythologie. Et en fait, bizarrement, c'est une esthétique et des codes qui reviennent à la mode ces derniers temps. Parce qu'effectivement, tout est cyclique, la mode, etc., revient tous les 20 ans. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est une esthétique de J-horror qui est beaucoup présente, je trouve, sur Internet. C'est-à-dire que là, encore une fois, on dépasse le cadre du cinéma pour les pauses transculturelles, mais notamment sur pas mal de chaînes qui essaient de raconter des histoires qui font peur, etc. Je pense notamment à celle qui cartonne le plus, qui est Feld Up en France, qui reprennent, ou peut-être forcément sans s'en rendre compte, cette esthétique-là, en fait. Et pareil dans le cinéma d'horreur, puisque récemment, j'ai vu un film qui s'appelait The Empty Man, qui était une production Fox, réalisée par un ancien assistant de David Fincher qui s'appelait David Prior, qui a depuis réalisé un épisode du Cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Et en fait, le film, littéralement, reprend, on va dire, stylistiquement et thématiquement, et là, pour le coup, c'est tellement gros que c'est visible, une partie des codes et des thématiques qu'il y avait dans ce cinéma-là à cette époque. Notamment la peur de l'apocalypse, les sectes, puisque c'était lié justement il y avait eu le fameux cas de l'attentat au gaz sarin de Shoko Hara, qui a pas mal influencé par la suite ce cinéma-là. Et en fait, à tel point que le film, il y a énormément de ponts narratifs et stylistiques avec le cinéma japonais de cette époque-là, notamment avec un film de Sogo Ishii qui s'appelle Angel Dust, qui raconte, on va dire, avec lequel il y a énormément de similitudes. Le film vaut ce qu'il vaut par rapport à Angel Dust. Angel Dust est beaucoup plus abouti, mais c'est intéressant, et pour le coup, c'est volontaire. Et pareil, le héros à la transculturelle, il a littéralement la tenue du héros de Silent Hill 2. Et récemment, je tiens à dire, le film d'horreur qui a cartonné cette année, qui est un succès surprise d'ailleurs, qui s'appelle Smile, beaucoup m'ont dit que c'était littéralement un remake déguisé de The Ring, avec justement, à la place de la VHS maudite, le sourire. Donc là aussi, c'est intéressant, on va dire, de voir que c'est un dialogue plutôt générationnel, c'est-à-dire ceux qui ont grandi avec ce cinéma-là de près ou de loin, cette culture-là, maintenant en font leurs aspirations pour leurs œuvres. Voilà. Je suis désolé de m'être étendu. Je t'en prie, il faut juste, en fait, prendre le temps de bien voir. De bien voir. Et on trouvera beaucoup de choses, on dénichera beaucoup de choses. Tu reviens quand tu veux, en tout cas, sur cette chaîne. Je rappelle que il y a un article à la base
qui est publié sur le site Furiosa, où tu excelles. Et l'article date d'octobre 2017. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Johan, tu travailles aussi, tu collabores aussi sur la chaîne, l'importante chaîne YouTube, le Ciné Club de Monsieur Bobine. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir et de t'entendre parler. J'ai pris beaucoup de notes aussi, en plus du texte que j'avais sous mes yeux, donc avec des propos. Tu parlais d'une thèse, et après je te laisse tranquille. L'exploitation du cinéma asiatique en France. On peut la trouver sur Internet, cette thèse. Bien sûr, si tu veux, tu pourras la mettre en lien. Ouais, je vais la mettre dans le descriptif aussi, ça c'est important. Je préviens, elle fait plus de 500 pages. Voilà, c'est juste je préviens. Mais elle est super. Elle est super et elle se lit... si vous êtes intéressé par le sujet, elle se lit super facilement parce qu'en plus, ça fait même justement des ponts parce qu'on a beaucoup parlé de cinéma et elle va jusqu'à remonter aux origines des échanges culturels entre notamment la France et le Japon et la Chine durant Louis XIV. Ça démarre de là pour arriver jusqu'à la fin des années 80, enfin jusqu'au début des années 80. Ça donne comme ça une forme de contextualisation et on comprend un peu les enjeux et la situation qui a fait qu'à un moment, les images ont cohabité entre elles. En tout cas, il y a eu dialogue. Johan Orsulik, c'était un plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et puis, comme je dis souvent ça, je mets 3 points de suspension, je ne mets pas de point final, ce qui veut dire qu'on te revoit prochainement, je ne sais pas pourquoi, sur quoi, certainement un cinéaste ou une cinéaste, et on va prendre le temps de parler de tout ça. Merci, c'était un plaisir en tout cas. Merci à toi, c'était un plaisir aussi. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.